Bonjour à toutes et tous. Je suis Jordan Lebars, adjoint à Virginie Lebrun, chef de projet défi, et donc je fais l'introduction de ce webinaire aujourd'hui. Et donc, on est très content de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la deuxième saison des webinaires du réseau Défi Ferme, la série des webinaires qui présente les travaux et les résultats du réseau Défi. Et donc, l'épisode du jour sera dédié à la thématique de la diversification des cultures au sein de la filière grande culture, polyculture et élevage. Donc, avant de commencer, on voulait, un peu comme d'habitude, prendre un temps pour rappeler ce qu'est le réseau Défi, notamment pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc, le réseau Défi, c'est un réseau multipartenarial qui est financé dans le cadre du plan Ecofito pour réaliser deux missions. La première, c'est d'accompagner les agriculteurs et agricultrices dans leur démarche de réduction d'usage des produits phytosanitaires et plus globalement dans leur changement de pratique. La deuxième, c'est de produire des connaissances et des références appropriables sur les pratiques et les systèmes de production à bas niveau d'utilisation de produits phytosanitaires. Et donc aujourd'hui, ces connaissances et ces références, elles se construisent à la fois sur des essais de terrain, sur des retours d'expérience comme avec le webinaire d'aujourd'hui, mais aussi sur la collecte des données techniques sur les systèmes de culture. Et donc à ce jour, le réseau Défi, il est composé à la fois d'un dispositif Défi Ferme, avec 2000 agriculteurs et agricultrices volontaires qui sont engagés à travailler des pratiques agricoles dans l'objectif donc de réduire leur utilisation de produits phytosanitaires. En parallèle, il y a aussi le dispositif Défi XP, avec une série de projets qui se sont terminés après 5 à 6 ans d'expérimentation, donc l'année dernière, qui communiquent sur le résultat. Et également avec une nouvelle vague de projets qui se sont lancés début 2025 et qui testent eux aussi et évaluent des systèmes de culture innovants qui utilisent les produits phytosanitaires en ultime recours. Donc le réseau Défi, il est présent sur l'ensemble du territoire métropolitain ultramarin. Il couvre l'ensemble des filières de production végétale et il rassemble les principaux acteurs de la R&D en agriculture. Donc pour les citer rapidement, le réseau Défi rassemble le réseau des chambres d'agriculture, le réseau CIVAM, les réseaux bio, les instituts techniques et les organismes de recherche, donc INRAE et le CIRAD pour les citer. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver toutes les informations qui concernent le réseau Défi et les ressources qu'il a pu produire sur l'espace Défi du portail Ecofitopic. On vous met le lien dans le chat et donc je laisse la parole à Morgane qui va nous en dire un peu plus sur les sujets du jour et introduire nos intervenants. Et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous. Comme le disait Jordan, je suis Morgane Ryuko. Je suis la chargée de mission pour la coordination de l'animation et la valorisation des résultats du réseau Défi pour la filière grande culture et polyculture élevage. Donc, avant de laisser la place à notre sujet du jour, un petit point logistique. Euh, le... Vous pouvez poser toutes vos questions à tout moment pendant la présentation dans l'onglet Q&A que vous retrouvez en haut de votre écran et les intervenants prendront le temps d'y répondre après chaque présentation. Également, on vous rappelle que le webinaire est enregistré et il sera rediffusé. Vous aurez accès au replay plus tard. Et vous trouverez donc tous les liens qui vont être ajoutés dans le chat au fur et à mesure du webinaire seront dans la description de la vidéo du replay. Donc passons maintenant au sujet du jour. Nous accueillons aujourd'hui deux ingénieurs réseau de la filière grande culture et polyculture élevage, Anaël Maquet et Oda Guzou, pour un webinaire sur la diversification des cultures en GCPE. Nous commencerons avec l'intervention d'Anaël, qui est ingénieur réseau au CETA 35, donc le Centre d'études techniques agricoles d'Ille-et-Vilaine. Anaël, le groupe que tu animes existe depuis le début du réseau Défi, bien qu'une grande partie des agriculteurs qui le composent l'ait intégré un peu plus tard. Et il est aujourd'hui composé de 12 agriculteurs en polyculture élevage, en vaches laitières pour la plupart. Aujourd'hui, les principales thématiques de travail de ton groupe sont l'autonomie protéique de l'atelier élevage et la valorisation des bonnes pratiques via la certification et notamment la démarche terre de source dont tu vas nous parler aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les travaux du groupe d'Anaël sur la page web Ecofitopic dédiée. Le lien va être mis dans le chat à l'instant. Et pour nous parler de terre de source aujourd'hui, tu es accompagné de Bruno Durand, un agriculteur de ton groupe qui est entré dans Défi en 2019 et qui valorise ses cultures dans terre de source depuis 2020. Annelle et Bruno, je vous laisse la main pour votre présentation. Bonjour à tous. Donc, on va vous partager notre écran. Parfait. Effectivement, on va vous parler d'une action qui a eu lieu dans le groupe Défi depuis plusieurs années et qui a permis de diversifier les cultures et aussi de mieux valoriser les cultures qu'on faisait.
Donc cette action, c'est la participation au montage des filières terre de source. Donc terre de source, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois une SIC et un label. Donc la SIC, elle regroupe plusieurs, enfin une 70 producteurs et ça permet de vendre leurs produits. Et le label, bah, c'est la marque Terre de Source qui répond à un cahier des charges derrière. Donc Terre de Source, l'ambition de ce projet, c'est de protéger les ressources en eau via la diversification des cultures et des productions. Donc c'est bien dans le thème et de ce webinaire et des groupes défis en général. Et donc ça vise à transformer le territoire. Donc notre territoire, le groupe que vous voyez, il est à l'ouest de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Donc ça, c'est le territoire du groupe Défi. Et en fait, c'est le même territoire que le projet Terre de Source, puisque le projet Terre de Source, c'est les zones vertes sur la carte, à gauche et à droite de Rennes. Et en fait, ces zones-là, c'est les bassins versants d'alimentation en eau de la ville de Rennes. Donc on a de la chance d'avoir un groupe qui est sur des bassins versants historiquement. Et du coup, depuis 2020, ouais, depuis 2020, donc à la fois le groupe, il était assez mature puisque c'était la fin de son deuxième projet, ça faisait 10 ans qu'il était en défi, donc il avait travaillé beaucoup de leviers pour réduire les phytos, mais par contre il manquait encore la possibilité de valoriser ce qu'il faisait bien dans le groupe et que ça les remotive pour aller plus loin dans la baisse des phytos. C'était le groupe avait cet état d'esprit en 2020. Et c'était aussi le début du développement des filières de terre de source qui étaient créées depuis plusieurs années, mais à partir de 2020, ils voulaient vraiment des produits qui sont produits sur ces territoires verts-là à vendre sous ce label terre de source. Donc terre de source, ils vendent dans les magasins, les grandes surfaces, donc comme une marque, il y a un petit logo terre de source. Et ils veulent aussi accéder aux cantines et aux marchés publics, tout ce qui est voilà, cantines, hôpitaux, etc. Donc ça, c'est l'ambition de ce gros projet. Et en fait, c'est vraiment le croisement du développement de ce projet avec les volontés du groupe qui a fait qu'il y a eu 4 agriculteurs du groupe à s'engager dans Terre de Source et engager de la production dans Terre de Source. Donc, Terre de Source, évidemment, sur ces zones-là, pour avoir le label Terre de Source, il y a un cahier des charges à respecter. Donc là, on vous a mis les critères d'entrée du cahier des charges. Donc il y a quelques molécules qui sont interdites, c'est celles qu'on retrouve le plus dans l'eau. Donc vous voyez là, méthaldéhyde, le DMTAP, S-métolachlore, néonicotinoïdes. Et il y a aussi des engagements sur des interdictions sur l'élevage, donc les OGM, les antibiotiques en préventif. En plus de ces critères de base, il faut réaliser le diagnostic IDEA. Et donc là, il y a les dimensions agroécologiques, socio-territoriales, économiques. Et l'agriculteur choisit des indicateurs à améliorer dans le diagnostic IDEA au cours de son engagement terre de source, donc qui est pour 6 ans, un engagement terre de source. Et ensuite, il y a aussi une démarche de progrès à avoir, donc comme on a dit, avec le diagnostic d'IDEA. Et en plus, il y a des indicateurs qui sont le bilan apparent d'azote et les IFT herbicides hors herbicides qui sont améliorés. Donc par exemple, il faut baisser de 10% ces IFT en 3 ans, puis de 30% sur 6 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'à atteindre 50% d'IFT local sur le bassin versant. Donc concrètement, nous, on s'est concentré sur les filières végétales, puisque ça correspondait aux thématiques de travail du groupe Ecophyto, et plus précisément à faire du blé conventionnel, du sarrasin bio, du sarrasin conventionnel. Ça correspondait aux volontés des 4 agriculteurs qui se sont mobilisés. Donc en fait, il y a l'animateur de défi voilà, c'était au début en 2020, 2021, au début de la création de ces filières, il fallait mettre du temps à de l'animation pour les agriculteurs qui s'engageaient. Donc notamment, il y avait 3 réunions par an, la préparation de ces réunions, et il fallait définir tout un tas de choses dans la filière, comme la qualité des produits, la logistique, le prix, l'itinéraire technique, des cultures, la répartition des volumes entre les agriculteurs, etc.
Et oui, donc tout ça allait en parallèle de notre structure, le CETA 35, qui a aussi participé au projet Terre de Source en dehors du groupe Défi, parce qu'on voulait vraiment que ça marche, entre autres pour les agriculteurs voilà, qui étaient dans des groupes éco-phyto et qui avaient ces besoins-là. Et par exemple, il a fallu visiter tous les industriels pour trouver des stockeurs pour le blé, des moulins et des industriels pour faire les galettes, puisque entre la récolte au champ et la distribution en magasin ou en cantine, il y a beaucoup d'étapes qu'il a fallu organiser. Et il y a aussi, par exemple, eu des essais donc, de variétés sarrasin ou d'itinéraires techniques en blé pour respecter et le cahier des charges et les critères de qualité qu'on va avoir. Donc Bruno, depuis 2020, tu vends dans Terre de Source et je te demande comment tu es arrivé là et quelles étaient tes motivations à faire tout ça. Bonjour. Donc, en fait, comment je suis arrivé là? Moi, je suis arrivé là un peu par hasard, en étant quand même sur le bassin. Moi, je suis vraiment sur le bassin versant. J'ai la réserve d'eau qui est à moins de 500 mètres, allez, 800 mètres de chez moi, donc en plein dedans. Connaissant la terre de source, enfin, le projet Terre de Source, et j'ai eu un problématique régras dans un parcelle de blé que j'ai cassé au mois de mai, et du coup, je cherchais une culture à faire outre le maïs. Et donc, ça avérait que moi, j'étais dans le groupe défi. Et on avait parlé un peu du sarrasin. Et avec les gens de Terre de Source, on a parlé de sarrasin. Et donc, j'ai décidé de faire cette culture-là, quoi, qui me permettait de, en plus, augmenter ma rotation et d'avoir un produit qui disait zéro phyto. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans Terre de Source. Et donc, comme on montrait tout à l'heure, dans Terre de Source, il y a un cahier des charges qui intègre mon exploitation totale. Et donc, du coup, la première année, j'ai fait que du sarrasin. Et la deuxième année, en ayant les contraintes, entre autres sur mon élevage, j'ai voulu aussi valoriser un peu plus de produits de ma ferme. Donc, j'ai fait du blé meunier. Donc depuis maintenant 3 ans et 4 Trois mois, ans, voilà, c'est ça, je blé et fais sarrasin blé et chez Terre. sarrasin. Tes motivations, ton état d'esprit quand tu as commencé à participer à ce projet? La motivation, c'était aussi de créer une filière, hein, où je pouvais valoriser mes produits en étant dans une zone de captage d'eau, et puis en participant à un circuit court où mes produits allaient faire du sarrasin, qui allait faire des galettes à la crêperie à côté de chez moi, par exemple, enfin, ou faire de la farine de pain qui a été vendue dans les cantines aussi, parce que l'objectif au départ, c'était les cantines et tout ce qui est produits RHD, quoi. Et bien sûr les boulangeries, autres, quoi. Et donc c'était un des curseurs de ma motivation. Et puis bon, j'aime ça aussi un peu après pas faire des choses. Et donc du coup, on est rentré dans le sujet et puis on a préparé les choses. Et aujourd'hui, on valorise quand même de nos produits à un prix honorable. Et donc voilà. Et ben justement, donc quelle est l'exigence de qualité, puisque tout ça va au meunier, au galetier, est-ce que ça diffère de si tu vendais à la COP en classique? Et à combien tu vends tes produits? Sur le sarrasin, c'était une culture nouvelle pour moi, je ne connaissais pas du tout. Donc on a un peu tâtonné. La première année, j'ai eu une très très bonne année, donc ça m'a permis en plus de me motiver. Mais oui, donc il faut quand même une qualité, moins de 30% d'humidité. Et puis, on a avec le groupe de travail, on a travaillé sur un survol de drone parce qu'il y a une problématique datura qui est assez dangereux pour l'homme, pour la consommation pour l'homme, quoi. Donc, ça fait partie de notre cahier des charges où on doit être un idem du node de datura. Et donc pour un Donc, prix pour un en prix vendu 2024, en 2024 à 850 euros. donc largement au-dessus du marché Voilà, voilà. Sachant que l'année d'avant, on était à 1000 euros dans Terre de en Source. terre de source, quoi. Et pour le blé maintenant, Et pour le blé, en fait, c'est à peu près les mêmes critères que si j'avais vendu du blé meunier à ma coop ou mon privé du coin. Sauf que, avec le groupe de travail, on a travaillé sur la protéine. Parce que la protéine, aujourd'hui, plus blé meunier, c'est 11 de protéines. Et nous, on trouvait qu'il y avait un petit peu une contradiction. On nous
disant de réduire nos apports d'azote, alors que on le sait bien que pour faire de la protéine, il faut de l'azote. Et donc, on a décidé, enfin, avec tout le monde, d'avoir un minimum de 10,5 parce qu'on avait du mal à toucher 11 si on ne mettait pas de l'azote, quoi. Donc voilà, et autrement, les autres critères, bien sûr, bah, c'est les C'est critères classique. classiques, hein, sauf un peu quand même les impuretés où on prend un peu plus de pénalité qu'une impureté classique. Mais bon, voilà, c'est un choix, c'est une négociation entre tout le monde, quoi. Et donc, pour un prix, Pour un prix sur 2024, là, à 286. donc concrètement, combien de temps est-ce que tu passes pour chaque filière en plus de la production de ton blé, de ton sarrasin? Ah, moi, je suis impliqué dans les deux, hein, sarrasin et blé noir, blé conventionnel. Donc, ça me prend allez, 2 jours par chaque filière par an, où ben, on fait un bilan de récolte et avec tout ce qui s'est passé, les contraintes, enfin les problèmes qu'on a eus. Et on refait une autre réunion pour le tarif qu'on va être rémunéré. Et puis les quantités, tout ça. Donc, on fait 2 réunions par an chaque, ça fait 4 réunions. Sachant qu'on a quand même travaillé un peu aussi là depuis 2 ans sur garder un prix, on a vu tout à l'heure, je disais, les différences de prix, et qu'on a voulu avoir un prix linéaire sur 3 ans euh, pour ne pas avoir de fluctuations pour que chaque producteur, que ce soit les producteurs de céréales et aussi les producteurs de farine, entre autres les meuniers, pour un prix constant sur 3 ans et savoir où on va pour pouvoir avoir des marchés. Donc, c'est ça, tout est à définir dans une nouvelle filière. Donc, Voilà. ça demande de Ça la demande coordination du temps. et Mais, de la réflexion mais je pense que de toute façon, même avec et de cet accord l'implication. de prix, il faudra toujours garder ces réunions-là pour garder un lien, pour voir les choses qui ont été ou qui n'ont pas été. Et c'est une filière qui est jeune, elle a toujours à progresser. Et du coup, sur ta ferme, en quoi cet engagement dans Terre de Source t'a aidé à baisser les phytos? Bah, déjà le sarrasin, parce que c'est une culture zéro Oui, phyto, hein, donc que tu ne faisais pas que je avant. ne faisais pas avant. Donc là, ça m'a permis d'engager, entre autres, je engage 6 à 7 hectares par an, où je fais zéro phyto. Donc obligatoirement, ça baisse mon IFT de mon exploitation. Euh, et entre autres, ça m'amène une rotation aussi sur mes cultures, hein. Et puis, du coup, il a fallu aussi que je baisse un petit peu. Alors, c'est dans mon idée, enfin, idéologie aussi, hein, de baisser mes phytos, mais ça m'a été sur le maïs, même si j'en vends pas, j'ai joué là-dessus, où je suis mis à faire du binage et un peu d'hersétrie. Et j'ai réussi à faire sur les 4 dernières années, 2 années où j'ai fait quelques parcelles de zéro phyto. Et puisque les IFT, c'est vraiment sur toute la ferme qu'il faut les baisser. Ouais. Voilà, donc ça peut c'est pas forcément sur la culture, c'est à Alors, l'échelle globale. j'ai baissé mes fongies, je fais le minimum de fongies maintenant. Donc, essayons de garder une qualité quand même, hein, bien sûr. Mais après, nous, on a des problèmes de résistance, regret résistant surtout. Donc, c'est un problème plus problématique sur le blé, quoi. Et tu disais qu'être dans Terre de Source, finalement, ça te motivait à tenir cette baisse des phytos. Bah, T'étais déjà sensible à ça, mais là, ça fait une motivation et un sens à tout ça. bah, tout à fait. Ouais, on valorise quand même bien nos produits qu'on vend. Donc, l'objectif, c'est d'en vendre le plus possible, hein, bien sûr, pour avoir une marge, enfin, un chiffre d'affaires avec Terre de Source qui est plus élevé pour pouvoir diluer aussi mes contraintes. Mm. Mais oui, ça donne une petite motivation supplémentaire. Est-ce que tu recommanderais à d'autres agriculteurs engagés dans des FIT de s'intéresser à des filières comme Terre de Source? Bah oui, de toute façon, il faut que, enfin, on est un peu sur la qualité de l'eau, donc il faut qu'on emmène des gens avec nous, hein, des agriculteurs. Alors aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on n'a pas des débouchés si énormes que ça, donc il faut qu'on arrive à développer nos débouchés pour pouvoir intégrer un peu plus d'agriculteurs, quoi, qui sont en bonne voie. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas à côté de Rennes, Terre de Source est en partenariat avec d'autres territoires en France où il y a le même style de projet. Donc là, une petite carte avec Niort, Strasbourg, Paris, mais il y en a peut-être d'autres à l'heure d'aujourd'hui. Euh, Vous pouvez contacter Terre de Source pour en savoir plus. Donc si je synthétise, on a vu pas mal d'avantages, d'inconvénients à participer à ce genre à ce que des agriculteurs d'un groupe défi participent à ce genre de projet.
Clairement, ça a permis de diversifier et ça a surtout mis en valeur les bonnes pratiques au sein d'Ecofito. Par contre, il faut des gens, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, il faut des gens engagés parce que des nouvelles filières, ça veut dire du temps. Et il y a aussi une exigence quand même avec le cahier des charges, les critères de qualité. Et donc en perspective, quelques idées là qui sont travaillées à l'heure d'aujourd'hui dans le projet Terre de Source. Donc par exemple, il y a des nouvelles filières qui voient le jour. L'année dernière, il y avait des essais avec du chanvre, donc notamment des filières bas intrants, donc qui pourraient être intéresser aussi d'autres agriculteurs du groupe. Alors le sarrasin en perspective, c'est compliqué parce que effectivement, c'est une culture zéro phyto intéressante pour l'eau, mais dont le rendement est assez variable. Et malgré le prix qui est élevé dans Terre de Source, elle est peu rémunératrice. Donc Terre de Source, par exemple, va essayer qu'il y ait une rémunération par la collectivité pour que la marge équivale à peu près à une marge blé ou une autre culture, vu ce qu'elle rapporte pour la qualité de l'eau. Donc, c'est vraiment des choses innovantes. Il y a le cahier des charges qui évolue. Donc, ça peut être positif, négatif, ça peut être compliqué parfois, mais les agriculteurs ont quand même la main pour essayer que ce cahier des charges reste cohérent par rapport à ce qui peut se faire dans un champ et ce qui peut se produire. Et un autre point, par exemple, c'est qu'il y a ces dernières années, si vous ne respectez pas les critères de qualité, vous arrivez à la récolte et tout le tonnage que vous avez prévu dans le contrat Terre de Source, vous êtes en dessous en PS en protéines, le contrat est rompu, vous ne pouvez pas vendre ce blé à Terre de Source, donc vous arrivez sans contrat à la récolte. Et aujourd'hui, il y a une réflexion qui est de dire ce blé qui est de qualité, mais juste ça c'est pas assez haut en protéines, on pourrait le valoriser par exemple auprès de volailles Terre de Source pour qu'il reste quand même dans la filière et qu'il soit quand même pris par Terre de Source. Euh, voilà, et on va laisser la place aux questions. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Anaëlle et Bruno pour votre présentation, c'était très intéressant. Avant de passer aux questions, si vous voulez en savoir plus sur la démarche Terre de Source et sur les travaux du groupe d'Anaëlle, vous trouverez dans le chat le lien vers le site Terre de Source, ainsi qu'une fiche qui présente l'itinéraire technique d'essai de variété de sarrasin bio et une fiche qui présente les résultats de ces mêmes essais. Donc maintenant, si vous avez des questions concernant cette présentation, je vous invite à les poser dans l'onglet Q&A et Anaëlle et Bruno vont pouvoir vous répondre. Sachant qu'on a déjà des questions qui sont arrivées pendant votre présentation. Donc une première question qui porte sur les charges. Est-ce qu'il y a eu une estimation des charges qui ont été faites sur les différents essais? Donc des charges pour l'agriculteur pour produire la culture, j'imagine? La question n'est pas détaillée, mais sans doute. Ouais. Oui, en fait, les charges pour le sarrasin, par exemple, c'est la charge de semence qui est un peu plus élevée, qui est quand même assez élevée. Donc c'est là qu'on arrive à la difficulté et la récolte aussi, qui est compliquée à gérer. Une année comme cette année, c'était très très compliqué. Alors on y va à tâtons parce que depuis 2 ou 3 ans, 4 ans aujourd'hui qu'on en fait, chaque année a été différente. En fait, on a eu année très pluvieuse cette année, sécheresse il y a 2 ans. Donc les récoltes ont été complètement différentes. Donc on voit bien qu'on a des charges qui sont incompressibles, entre autres la semence, c'est assez incompressible. Autant sur d'autres productions, des fois on peut jouer sur les phytos, sur les phytos, je veux dire, sur réduction de dose et tout ça, alors que ça, le semis et la récolte, c'est incompressible et donc c'est un peu compliqué. Autrement, c'est la seule charge, sur le sarrasin, je parle, c'est la seule charge qu'il y a parce que on fait la culture et on attend la fin pour la récolter, quoi. Donc, on n'y touche à rien. Et sur le blé, les charges, si, je veux dire, c'est peut-être la charge mentale à un moment de temps, il faut qu'on arrive à bien récolter notre blé pour valoriser dans ce sens-là. Et c'est là justement la difficulté de ce qu'on disait tout à l'heure. Si on arrive à développer une autre filière un petit peu parallèle, ça va peut-être enlever cette charge mentale de dire qu'il faut absolument qu'on y arrive. Moi, à titre d'exemple, où j'ai un collègue, à 3 jours près, son blé était correct. Il a attendu la moissonneuse est arrivée 2 jours après.
La pluie est arrivée, donc ils n'ont pas moissonné. Il a moissonné que 15 jours après, et tout semblait zéro livraison, quoi. Donc, problème de qualité. Et donc, il a quand même eu un manque à gagner, alors qu'il a eu toutes ces contraintes sur l'exploitation qu'il a mis pour avoir du blé normalement qui a dû être valorisé à un bon prix, quoi. Donc, ça, c'est les Sinon, il n'y charges a pas de charge supplémentaire par supplémentaires. rapport Non, à du non, blé produit non, non. dans Ecophyto, Ouais, ouais. voilà, avec un IFT bas. Mais par contre, quand même, quand vous négociez les prix, vous faites le récapitulatif de Voilà. combien ça vous coûte pour dire, bah non, voilà, mon sarrasin, mon blé, il me coûte ça. Et dans Terre de Source, le fondement était ça. Dans les fondements, il y avait rémunérer l'agriculteur à sa juste valeur. Donc, il y a toute cette démarche de négociation des prix où l'agriculteur dit bah non, moi, il me faut tant de marge. Parce qu'en fait, quand on a les premières réunions, on a fait le prix des céréales, par exemple. C'est se dire, voilà, une céréale, mon coût de production est de temps et tout ça. Et aujourd'hui, en tant que moi, producteur classique ou producteur terre de source, mon surcoût par rapport à mes produits que je n'étais pas utilisés, mais du coup, j'ai engagé plein de choses et je vais peut-être faire enfin, pas un phyto, mais des herbages mécaniques, entre autres, ça va être un peu dans l'idée. Se dire, ce surcoût-là correspond à 30, 40, 50 euros de plus sur mon coût de production. Donc voilà, c'est Terre de Source qui assume cette augmentation de mes charges pour avoir ces contraintes-là. Et donc, on a rajouté ça à notre prix, à notre coût de revient et ça a arrivé à un prix avec un calcul mathématique là, à ce prix des céréales, quoi. Et donc, on se regarde toujours ces 30-40 euros là de surcoût supplémentaire par le biais de ce cahier des charges de Terre de Source, quoi. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Ensuite, on a une deuxième question qui est quelles sont les surfaces engagées à ce jour? Dans- Eh ben, sur le sarrasin, alors j'ai pas ça sous les yeux là, mais Euh, il faut qu'on ait, je crois que c'est 80 hectares à peu près. Ouais, 100 De mémoire, hectares. je crois que c'est ça, 80-100 hectares. Et pour le blé meunier, en fait, c'est en tonnes là plutôt. Il faut qu'on arrive c'est sur une année comme l'année 2025, là, on s'est engagé sur 700 tonnes, quoi. Donc Chaque... ok. partagé entre plusieurs agriculteurs, quoi. On Hmm. doit être une dizaine là. Donc ça fait moyenne entre l'exploitation s'engage entre 30, 60 ou 100 tonnes à livrer, quoi. Et ça évolue parce que tu Et as dit que ça avait doublé. voilà, parce que les premières années, les premières années en 2020, là, je crois que on était à 320 tonnes total, quoi. Et aujourd'hui, on arrive à 700 tonnes, quoi. Donc, on a doublé notre potentiel de transformation parce que bah, du coup, les marchés s'ouvrent un petit peu aussi, hein, ça arrive tout doucement. Et Donc, voilà. l'ambition affichée de Terre de Source serait d'englober 25% des agriculteurs des territoires Ouais. des bassins versants concernés. Donc Ok. normalement, d'ici 5 à 10 ans, bah, c'est censé prendre de l'ampleur et bah, pouvoir intégrer vraiment d'autres agriculteurs. Mm. Ok. Bon, alors, on arrive un peu à la fin de notre question. Une dernière question. Rapidement, est-ce qu'il n'y avait pas de problème de résidus de prosulfocarbe sur la récolte de sarrasin? Ah. Bah, moi, j'en utilisais pas, donc. Mais non, non, pour l'instant, ça n'a pas été un sujet. Ok. Ça n'a pas été un sujet. Bah, chez Bon. nous, normalement, le sarrasin est quand même récolté avant Ouais. les défis sur le blé. Mm. Euh, Oui, parce que c'est. donc ça se télescope pas trop, même cette année, Ouais. même année tardive, là, Mm. c'était récolté Ouais, avant. voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a même le sarrasin sur une culture, enfin, c'est une culture à part entière. Donc, à part moi, la première année où j'avais vraiment une problématique régras, que j'ai cassé mon sarrasin pour faire comment ça s'appelle, C'est que c'est ton blé. j'ai cassé mon blé pour faire un sarrasin, je veux dire. Donc ça, c'était un peu différent, mais normalement aujourd'hui, chacun essaye de fonctionner, de rentrer dans sa culture. Au lieu de faire un maïs, grosso modo, on va faire un sarrasin et donc on implante parce que nous on fait des couverts avant, ou des dérobés et donc voilà, ou des prairies souvent. Moi, j'ai fait ça pendant 2 années, j'ai cassé des prairies. Comme ça permettait de pousser mes prairies le plus loin possible pour les récolter. Et je faisais un sarrasin dans la foulée, quoi. Et après, je repartais sur une rotation blé, maïs et puis prairies si je voulais Le revenir. sarrasin est récolté souvent fin septembre, mi-fin septembre. Ouais, fin septembre, ouais. Et par contre, bah, ce qu'on a dit, oui, sur le sarrasin, on n'a jamais eu de soucis. Par Non. contre, c'est vraiment le datura
qui est très surveillé dans la filière sarrasin en alimentation humaine. Et c'est plus ça qui C'est est, problématique aujourd'hui. qui peut être problématique. Et aujourd'hui, il y a passage de drones, arrachage chez des datura, mais c'est stressant, quoi. Ouais. Ok. Merci beaucoup à tous les deux. Je suis désolée, il y a eu deux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, mais on doit passer à la suite, sinon on prend du temps sur la deuxième présentation. Mais merci beaucoup à vous et n'hésitez pas à recontacter Annéelle pour poser d'autres questions s'il y en a d'autres qui vous viennent. Merci. Donc à présent, on va passer à la suite de cette intervention avec l'intervention de Aude Aguzou, qui est ingénieur réseau à la Chambre d'agriculture de l'Aude. Si Aude, tu veux mettre Bonjour. ta caméra et ton micro. Ok, bonjour Aude, on t'entend bien. Donc tu animes un groupe de 11 agriculteurs en grande culture pure. À l'origine, les exploitations de tes agriculteurs étaient très spécialisées, principalement en blé dur, tournesol et parfois production de semences. Et pour diminuer la pression des bioagresseurs, ils ont travaillé à diversifier leur rotation, ce qui leur a permis de réduire leurs IFT et notamment aussi d'améliorer la qualité de l'eau autour des exploitations. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble des travaux du groupe de Hod sur la page web Ecofitopic dédiée, dont le lien va être ajouté dans le chat. Plus particulièrement, un certain nombre d'agriculteurs ont introduit du chanvre dans leur rotation, et c'est de ce sujet dont tu vas nous parler aujourd'hui. Hod, je te laisse la main, la présentation. Je vais partager l'écran. Bonjour à tous, je vais vous présenter donc une diversification en grande culture donc pour le chanvre. Donc pour revenir un petit peu à ce qu'a dit Morgane, on va refaire un petit point sur le groupe défi. Donc le groupe se compose de 11 exploitations défi, dont 3 qui sont conduites en agriculture biologique. La SAI moyenne des exploitations défi du groupe est de 180 hectares, avec une majorité de cultures en blé dur tournesol, et certains ont effectivement mis en place des cultures de semences. Les sols sont plus ou moins hétérogènes, mais la plupart sont argilo-calcaires qui sont plus ou moins profonds. Et pour ceux qui ont des cultures de semences, la plupart de la SAU est irriguée, que ce soit en totalité ou sur un certain pourcentage de la SAU. Le rendement moyen pluriannuel de nos cultures majoritaires, donc blé dur, est de 45 quintaux hectares, et pour le tournesol, on tourne autour de 20 quintaux hectares. Alors, sur le graphique de droite, vous pouvez voir donc la diversification des rotations. Vous pouvez constater que le blé dur représente généralement 50% de la solde des exploitations en grande culture, et notamment de mon groupe défi. Et l'autre culture majoritaire, c'est le tournesol, oléogyne de printemps, qui représente 35% de la surface cultivée. Les 10% restants représentent donc les céréales de printemps, notamment le sorgho et le maïs semence. Nous avons quelques surfaces donc également de colza et des cultures donc semencières que je n'ai pas mis dans le graphique, puisque ce sont des pourcentages qui sont moindres. Depuis la création du groupe défi de 2012, l'IFT moyen des exploitations du groupe ont diminué pour passer donc à 3,39 en moyenne, en comptant bien évidemment les exploitations en bio. L'IFT moyen d'un blé dur tourne autour de 4,52 et d'un tournesol autour de 2,18. Donc c'est un système agricole qui autrefois était relativement rentable, mais qui l'est de moins en moins malheureusement. Donc suite à des pertes économiques liées à une diminution de rendement, il y a également une perte d'efficacité de produits phytosanitaires et également une diminution des produits homologués qui étaient efficaces, et une apparition de résistance, que ce soit ravageurs, adventices ou maladies. C'est pourquoi il a fallu penser donc le système cultural pour retrouver un certain équilibre économique et technique. Et c'est dans cette logique que le chanvre est venu et a été développé donc dans le groupe et plus largement dans l'ouest du département de l'Aude. Donc pourquoi le chanvre dans la rotation? Alors le chanvre déjà nous a permis d'allonger cette rotation. Là je vous ai mis donc une rotation type de céréaliers de mon groupe. Alors le chanvre est une très bonne tête de rotation. Il nous a permis d'allonger la rotation sur 8 ans, puisqu'en fait le chanvre ne peut revenir sur la parcelle qu'à terme de 5 ans. Donc c'est pourquoi ça nous a permis d'allonger cette rotation.
Ensuite, donc, c'est un très bon précédent en paille. Nous avons commencé le chanvre depuis 2-3 ans et nous avons de très bons retours sur ce chanvre en tant que précédent en paille de par son comportement agronomique qu'on verra après. Et ensuite, donc, comme le chanvre est conduit à la fois en bio et en conventionnel, il a fallu également raisonner pour certains l'interculture et la culture précédente en incorporant, par exemple, soit un couvert de légumineuses, soit une légumineuse en culture principale avant un chanvre, pour maximiser l'apport d'azote. Sur les 3 photos que vous voyez en dessous, alors il y a la première photo, donc c'est un semis, c'est 5 à 7 jours après un semis de chanvre. L'idée, c'est que le chanvre doit se lever rapidement. Donc, il faut qu'en 5 jours, le chanvre soit dehors de façon homogène. La photo du milieu, vous voyez un chanvre qui a à peu près 1 mois. Et ensuite, la dernière photo, c'est du chanvre en végétation. C'est impressionnant puisque le chanvre peut prendre, en fonction des conditions météo, le chanvre peut prendre jusqu'à 10 centimètres par jour. Voilà, c'est une plante qui pousse relativement vite. Alors, pourquoi le chanvre? Donc, de par son intérêt agronomique, bien sûr. Donc, le chanvre dispose d'une racine pivotante permettant de structurer le sol en profondeur puisque la racine peut prospecter jusqu'à 1,50 m de profondeur. Donc, du coup, c'est vrai que ça améliore la rétention de l'eau, la percolation de l'eau dans les horizons inférieurs. Et donc, du fait de son pouvoir, de sa croissance rapide, le chanvre bénéficie d'un pouvoir couvrant. Alors, quand on entend pouvoir couvrant, c'est-à-dire qu'il est concurrentiel avec les adventices. Cependant, il ne faut pas le pouvoir couvrant apparaît dès lors que le chanvre a été semé sur une parcelle qui est propre et réessuyée. Si vous semez du chanvre sur une parcelle qui est préalablement sale, le chanvre ne sera pas concurrentiel puisque les adventices ont un zéro de végétation souvent inférieur à celui du chanvre. Donc, les adventices pousseront toujours plus vite que le chanvre lorsque les conditions ne sont pas poussantes. Voilà. Et donc, l'intérêt du chanvre, c'est à la fin, lors de la récolte, le champ que l'on obtient suite à la récolte est relativement propre pour la culture suivante. Il faut faire cependant attention puisque le chanvre n'aime pas du tout le sol hydromorphe, il y est sensible. Il est sensible également à l'asphyxie racinaire et au tassement du sol. C'est pourquoi, lors de la préparation avant le semis, il est important d'obtenir un sol qui est très aéré. Et le petit plus du chanvre, bien sûr, c'est que le chanvre est conduit comme une culture sans produits phytosanitaires, donc c'est une culture bas niveau d'intrants. Et c'est pourquoi, au niveau des exigences défis, cela nous satisfait, puisqu'en fait, ça permet de réduire l'IFT global de la rotation. Pour parler un peu de l'itinéraire cultural, alors il faut savoir que dans le chanvre, il y a 2 types de variétés. Il y a les variétés fibres. Ce sont des variétés qui se consacrent notamment sur la création de biomasse. Et il y a les variétés qui sont dites mixtes, qui sont plutôt utilisées pour les débouchés graines. Et donc, qui ont des quantités de fibres et de paille plus inférieures aux variétés qui sont plutôt fibres. Donc, nous avons sélectionné plusieurs variétés suivant les années où nous avons essayé le chanvre. Et donc, depuis 2 ans, nous travaillons sur des variétés Santica 70 et Muca 76, qui sont des variétés tardives et qui, par rapport à notre latitude et notre climat, sont les plus appropriées. Donc, le chanvre est une culture qui se sème lorsque le sol est réessuyé et propre et lorsqu'il fait 12 degrés. Donc, pour nous, ça correspond à peu près au sud de la France à des températures que l'on retrouve au mois d'avril. Donc, le chanvre est semé donc au mois d'avril sur des sols qui ont été préalablement labourés au mois d'octobre-novembre et repris donc en sortie d'hiver. Le semis se fait avec des semoirs à monograines à 1 à 2 cm de profondeur. Et la fauche donc, se fait généralement à mi-floraison, donc lorsque 50% du champ a atteint la mi-floraison, la fauche est déclenchée. Donc, comme vous pouvez le noter, on ne va pas jusqu'à la maturité de la graine, donc on ne récolte pas la graine, on récolte uniquement la fibre. Enfin, la paille, puisque nous sommes intéressés par la fibre et la chènevotte. Donc voilà, donc nous récoltons la paille au mois de juillet et ensuite la paille reste au champ pendant une semaine et ensuite on l'endaine et on le presse en balles rondes.
Il y a différentes stratégies pour l'apport d'engrais. Donc, il a été essayé plusieurs choses. D'abord, un programme où l'azote a été mis uniquement donc, au semis. Certains agriculteurs ont essayé de le mettre à 3 semaines et d'autres ont fractionné au semis et à 3 semaines. Puisqu'en fait, le chanvre a la particularité de stagner pendant les 3 premières semaines, puisqu'en fait, il fait ses racines et ensuite, il se développe à partir de 3 semaines en végétation. Et donc, effectivement, c'est une plante zéro phyto, donc on n'apporte pas d'intrants phytosanitaires. Les besoins en chanvre se raisonnent par tonnes de matière. En termes d'azote, le chanvre nécessite 12 unités d'azote par tonne de paille. Il ne faut pas non plus négliger la potasse, le phosphore et le calcium, qui sont des éléments indispensables à la croissance du chanvre. Ici, je vous ai mis quelques photos des outils que l'on a utilisés. Donc, à gauche, c'est un semoir à céréales classique. Au centre, on utilise une faucheuse double section pour faucher le chanvre lorsqu'il est en floraison. Ensuite, on l'endaine avec un endaineur simple toupie. Et ensuite, on le presse soit avec des presses à balles rondes à chambre fixe ou des presses à balles rondes à chambre variable. Et nous avons essayé de faire des balles en 120 et en 150, dont les poids variaient entre 250 et 450 kg. Donc, c'est une filière qui demande beaucoup d'investissement personnel et financier, puisque ce sont des agriculteurs qui ne sont pas du tout équipés à la base pour ce genre de culture et surtout ce genre de récolte. Donc voilà, ce sont des agriculteurs qui ont été motivés par ce désir de diversification des cultures, par cette plante en elle-même, puisque c'est une plante relativement incroyable. Et donc voilà, c'est une filière que nous menons depuis 2 ans et dont le travail va aboutir ensuite à la création d'entreprises intermédiaires. Et ça permet également que les agriculteurs puissent travailler en collectif. Ça permet ils se soudent entre eux et lient certaines amitiés puisqu'ils ont réussi à travailler ensemble en petits groupes pour faucher et pour se répartir le travail en fonction de leurs affinités. Alors, pourquoi cette filière et comment ça s'est mis en place? Alors, nous avons dans un premier temps travaillé en 2021 avec une entreprise, en 2020 avec une entreprise de chanvre qui voulait faire du chanvre textile. Donc, on a mis en place 8 hectares, ce qui a représenté 4 agriculteurs du groupe Défi. Nous avons ensuite malheureusement pas continué l'expérience avec cette entreprise et en 2023, nous avons eu la chance de rencontrer une autre entreprise qui est située en Ariège et nous avons mis en place 12 hectares de chanvre dans l'Aude, donc ce qui représentait 5 agriculteurs. Et donc petit à petit, nous avons augmenté les surfaces puisqu'à chaque fois, les essais que nous faisions étaient satisfaisants. Donc en 2024, nous avons planté 370 hectares de chanvre dans l'Aude et dans l'Ariège en coopération avec le groupe Défi CCPE de l'Ariège. Donc ça représentait 46 agriculteurs et 99 parcelles. En 2025, nous allons mettre 500 hectares de chanvre en culture avec plusieurs départements. Et à terme, l'entreprise avec qui on travaille souhaite mettre en place 4000 hectares de chanvre en 2028. Donc, l'idée, c'est de monter en puissance jusqu'en 2028 pour pouvoir avoir 4000 hectares dans le bassin Occitanie. Et pour finir, je vais vous parler de quelques débouchés. Donc, en fait, à quoi sert le chanvre? Donc, le chanvre est ensuite, donc, une fois qu'il est pressé, il est donc le chanvre non battu, c'est-à-dire qu'on ne récolte pas la graine. Une fois qu'il est pressé, alors il est défibré, c'est-à-dire que l'extérieur de la paille et l'intérieur de la paille sont séparés, donc à la fois pour donner de la fibre et de la chènevotte, et ce défibrage génère de la poussière. La fibre et la chènevotte sont notamment utilisées, donc la chènevotte pour le bâtiment, la fibre pour le textile et aussi pour le bâtiment, et la poussière est agglomérée pour créer de l'énergie. Lorsqu'on fait du chanvre battu, il est d'abord moissonné, donc à terme, donc c'est-à-dire que c'est une moisson qui se fait au mois de septembre. Il est moissonné, puis ensuite il est fauché.
Donc la fauche, la paille, elle a la même destination que pour le chanvre non battu. Et le chanvre battu, ensuite, donc la moisson, donc le chènevis, qui est la graine, est à la fois utilisé pour la cosmétique, pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation animale, et notamment donc, pour tout ce qui est humain, la pharmacie, la cosmétique, hein, pour faire des huiles, des crèmes, etc. Voilà, donc le chanvre a beaucoup de débouchés, tout est valorisable dans le chanvre, c'est ce qui le rend intéressant. Et c'est pourquoi nous avons d'abord décidé de travailler sur la fibre et la paille, puisque c'était euh, le plus facile à mettre en œuvre au début. Et l'idée, c'est éventuellement, petit à petit, d'ouvrir les éventuels débouchés que nous pourrions travailler avec les agriculteurs pour tout valoriser, puisque c'est l'ensemble des coproduits qui fait que le chanvre est relativement bien valorisé. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Aude, pour ta présentation. Avec plaisir. Euh, Comme tout à l'heure, avant de passer aux questions, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les travaux du groupe de Aude, vous pouvez retrouver donc sa page groupe ainsi que donc une fiche technique qui présente une comparaison des analyses technico-économiques qui est réalisée pour la culture de chanvre en parallèle de la culture de tournesol et une fiche technique qui présente donc le fameux matériel spécifique utilisé pour la récolte du chanvre qui a été présenté par Aude. On va donc passer maintenant aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&A. Et on a déjà des premières questions. Donc, comment vous est venue l'idée du chanvre? Pourquoi est-ce que vous êtes parti sur cette culture? Alors, en fait, c'est venu d'une volonté des agriculteurs de diversifier leur assolement et, et la rotation afin de l'allonger, puisqu'en fait, on avait beaucoup de pression de certains ravageurs. Et donc, économiquement, le- ce n'était plus rentable pour l'agriculteur. Il ne s'y retrouvait plus. Et donc, l'idée était de trouver une culture autre qui nous permettait de casser cette rotation. Et on a eu la chance d'avoir cette entreprise qui s'est rapprochée donc de la chambre de l'autre dans un premier temps pour savoir si on était partant pour essayer le chanvre. Et comme effectivement on avait déjà fait quelques essais en 2020, on est parti les yeux fermés puisque ça avait déjà séduit préalablement les agriculteurs. Ok, merci. On a une deuxième question. Une question que pour la première présentation, quelle est la marge pour les agriculteurs? Alors, par rapport à nous, on compare donc par rapport à un tournesol, puisque c'est notre culture majoritaire en culture d'été, et que donc le semis se fait au même moment. Et donc, on a à peu près une centaine d'euros de différence entre un chanvre et un tournesol, à savoir que le chanvre bénéficie d'une aide découplée de la PAC qui fluctue autour de 90 euros l'hectare. Et voilà, c'est notamment cette marge-là qu'on retrouve à la fin. Ok. Mais il est vrai que, si je peux rajouter, que pour les agriculteurs qui sont pas équipés, qui font de la prestation, forcément, cette marge tend à diminuer puisque la prestation coûte toujours plus cher que si on possède du matériel, soit en CUMA ou en copropriété. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont quand même à mettre en perspective avec chaque typicité d'exploitation. Ok. On a une autre question. Justement, les débouchés, comment est-ce que vous les avez trouvés? Est-ce qu'on vous a sollicité? Est-ce que c'était une recherche active de votre part? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, on a mis en place la filière parce qu'on avait le débouché derrière. L'entreprise qui est en train de se monter est venue nous chercher avec avec un certain produit à la fin que eux vont produire. Donc, ce sont des géofilets. Et c'est pourquoi, en fait, voilà, on est parti dans la filière parce qu'on avait un débouché et c'est pas nous qui avons cherché le débouché. Quand je dis nous, c'est les agriculteurs. Voilà, c'est en réponse, nous sommes partis avec l'entreprise en réponse à une volonté pour eux de créer un produit. Ok. Et donc, les agriculteurs on bénéficie d'un contrat pluriannuel, bien sûr, avec l'entreprise. Ok. Alors justement, quelle est cette entreprise en médiation qui demande quel est le nom de la chambrière? Alors, on travaille actuellement avec Geotex à Lavelanet, qui est une entreprise qui va ouvrir à partir de 2026. Donc, les années qui ont passé, donc 2023, 2024, 2025, nous ont permis de faire du stock pour une ouverture d'usine en 2026.
à Lavelanet, en Ariège. Ok. Ensuite, autre question, pourquoi est-ce que vous ne produisez pas la graine du chanvre? Est-ce que c'est une perspective à venir? Alors oui, en fait, on s'est attelé à la fibre, à la paille parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Ça nous demande déjà beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc en fait, l'idée, c'est que on travaille d'abord la paille, puisque une fois au champ, la paille, si on n'en fait rien, elle ne peut pas rester au champ, puisqu'elle est imputrescible et très difficile à détruire. Donc en fait, on ne peut pas faire uniquement la graine par souci voilà, de travail après au champ avec cette fibre qui nous reste sur les bras. C'est pourquoi, en fait, on a d'abord essayé de sécuriser le débouché paille et ensuite on travaillera la graine. À savoir qu'en 2023, on a quand même amené du chanvre jusqu'à la graine et on a réussi à le moissonner. Donc, sur un hectare, on a pu faire 4-5 kilos de graines. C'est pas beaucoup, mais déjà, c'est un bon début. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on va faire dans un deuxième temps. Mais d'abord, on a voulu sécuriser le débouché paille pour ne pas être embêté par de la paille qui resterait au champ. Et donc, dont on ne pourrait pas se défaire, quoi. Ok. Merci beaucoup. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Pas de nouvelles questions pour le moment. Merci beaucoup, Aude. Oh, Avec une plaisir. dernière question. Ah bah non, Anaëlle qui vient de faire sa présentation. Euh, à combien est-ce que la tonne de paille de chanvre est-elle achetée par le transformateur? Et combien de temps est-ce que l'agriculteur doit-il la stocker avant de pouvoir Oui. la vendre? Alors, la paille de chanvre est payée avec un prix qui est au-dessus du marché actuel. Donc, ça, donc la fourchette, c'est entre 150 et 250 euros la tonne, en fonction, voilà, en fonction de la qualité. Éventuellement, pour l'instant, pour l'instant, on n'a pas de cahier des charges parce que ça, on est en création de filière, mais il est évident qu'à terme, le cahier des charges un cahier des charges sera établi pour de la qualité. Mais actuellement, voilà, le prix est entre 150 et 250 euros la tonne. Euh, et, euh, et pour le stockage, donc on a des stockages intermédiaires chez des agriculteurs qui sont non producteurs de chanvre chez qui on stocke la production. Et on a également des stockeurs, des agriculteurs qui ont fait du chanvre qui sont stockeurs chez eux et qui stockent donc leur propre production chez eux. Et donc ce stockage est rémunéré par l'entreprise. Ok. Et donc Ouais, pendant combien bien. de temps Alors pour l'instant, comme l'entreprise n'est pas ouverte, pendant au moins 2 ans, il faudra stocker. Et à partir du moment où l'entreprise sera ouverte, il faudra stocker 1 an. En fait, l'entreprise va utiliser le chanvre de l'année N-1. Ok. Anaëlle, tu voulais préciser ta question? Non, merci, ça répond bien. Mais c'était prévu à l'avance dans le contrat, quoi, qu'il faudrait stocker tout ce temps-là et tout. Et oui, puisque c'est une création de filière, en fait, oui, ils n'ont pas les infrastructures de toute façon pour stocker autant de paille et ils ne peuvent pas le faire puisqu'en plus, imaginons, il y a un feu, ils perdent toute leur production, c'est pas tenable. Donc c'est pourquoi, en fait, ils vont séparer le stockage en plusieurs endroits, voilà, pour sécuriser quand même la production si jamais il y a un petit souci, un aléa, quoi. Ouais, ok, super, merci. Très bien. Eh ben, on va devoir conclure. Merci beaucoup pour vos présentations à tous les trois. Merci à tous qui avez suivi cet épisode de webinaire. Nous espérons que le format et le contenu vous ont plu et que ça a répondu au maximum à vos questions. Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions, notamment les questions qui restaient pour la première présentation, n'hésitez pas à recontacter nos intervenants du jour. Et vous trouverez donc leurs contacts sur leur page groupe qui ont été partagés dans le chat et en description du futur replay. Donc le replay sera disponible sur YouTube. Si vous êtes inscrit via le formulaire, vous recevrez le lien par mail dans les prochains jours. Le prochain webinaire se tiendra le 6 mars et il portera sur la filière viticole, sur la gestion des ravageurs en viticulture et les alternatives aux insecticides. Merci à tous et bon après-midi.